Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Je suis ravie également de pouvoir discuter avec toi. C'est la première fois qu'on va échanger tous les deux, à l'occasion notamment de la publication donc, de ton dernier roman « Les hommes manquent de courage » aux éditions L'Iconoclaste, maison d'édition dans laquelle tu as déjà publié plusieurs œuvres. Et donc, vous pouvez d'ailleurs les trouver en... Tadam. Vous pourrez notamment les trouver en poche, donc Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents, Ne t'arrête pas de courir, donc tous les deux chez l'Iconoclaste, et chez J'ai lu avec Sale Gosse, que je vous montre également. Voilà. Donc un quatrième livre qui a un titre quand même très fort. Les hommes ne manquent, alors j'allais dire les hommes ne manquent pas de courage, ça aurait été complètement à l'encontre de tout le récit. Manque de courage. Manque de courage. Bon, de ce fait, on a entendu tous tes autres titres. À chaque fois, il y a un travail quand même assez fort de dire ce qu'on va pouvoir y trouver. Félicitations pour cette sortie. Bah, merci. Merci. Avant qu'on parle du roman bien concrètement, je pense qu'il est intéressant qu'on fasse un petit trajet avec toi de comment on en arrive en fait à écrire ce livre avec ce titre bien confrontant. On sait à travers tes différents ouvrages que tu t'attaques en tant qu'homme à la question de comment on est homme dans notre société et notamment que font les hommes. Ils sont violents, agresseurs, violeurs. Enfin, on sait, de par nos engagements féministes, qu'on a beaucoup de choses à dire et à essayer de faire entendre. J'ai l'impression que tout ton travail, depuis déjà longtemps, parce que Sale Gosse, c'est 2019, si je ne me trompe pas, ça fait déjà quelques années que tu réfléchis à ces questions-là, mais comment, toi, en tant qu'homme, tu es arrivé à te dire, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse et en avoir conscience, peut-être Alors, bonsoir, en effet, à vous. Comme on est en petit comité, n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit une discussion et pas... Même s'il y a de la distance et des micros, on va quand même essayer de faire ça de manière la plus naturelle possible. Moi, j'étais journaliste en fait dans une rédaction, d'abord Libération et ensuite la revue 21, qui étaient deux endroits dans lesquels j'ai eu une grande liberté. J'ai jamais été rubricard, donc si vous connaissez un petit peu la division du travail dans un journal, il y a toujours un service. Vous êtes au service des sports, au service économie, au service de société. Au sein de ces services-là, on vous donne la rubrique santé, la rubrique logement, la rubrique en politique. Vous allez suivre l'extrême gauche. C'est très compartimenté. Ce qui fait que vous devenez assez rapidement un spécialiste de quelque chose. Vous endossez une sorte de spécialité, d'expertise. Et moi, j'ai eu cette chance d'être à chaque fois une espèce d'électron libre qui pouvait naviguer de service en service, qui n'avait pas forcément de spécialité. Florence Aubenas, qui est une très grande journaliste à mes yeux, qui a eu un peu ce rôle-là aussi, dit qu'elle a toujours été une spécialiste du rien du tout. Et moi, j'avais cette grande liberté-là quand, en 2017, arrive par l'affaire Weinstein aux États-Unis le mouvement MeToo. Et quand on est journaliste, notre rôle, c'est quand même un petit peu de raconter aux autres, ceux qui ont un vrai métier et pas le temps pour creuser le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on baigne. Et je prends quand même à ce moment-là conscience de manière assez brutale que je suis quand même journaliste depuis pas mal d'années et malgré la liberté que je viens de décrire, je n'ai jamais écrit une ligne sur ce qu'on appelle les violences faites aux femmes. C'est-à-dire rien sur les viols, rien sur les violences conjugales, rien sur le harcèlement sexuel, rien sur les agressions dans la rue, rien sur l'inceste, rien en fait. Et donc, pourtant, j'avais écrit en sport, j'avais écrit en politique, j'avais écrit à l'étranger. Donc, ça ne pouvait pas être juste le hasard. Il y avait forcément une raison. Et quand j'ai commencé à m'interroger là-dessus et à voir surtout que le mouvement MeToo n'était pas justement un sujet comme ça qui venait sur le devant de la scène et puis qui était chassé par un autre sujet, comme c'est souvent le cas avec l'actualité, qu'une espèce de machine à laver comme ça où les sujets se succèdent et puis une semaine plus tard, on a oublié déjà ce qui faisait la une la semaine d'avant. Là, c'est un mouvement qui dure.
et qui durait déjà en 2018 quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc, j'ai essayé de rattraper un peu mon manque mon manque, tout simplement, de culture, de connaissances, d'expertise sur la question. Et je commençais à lire des choses. Une autrice dont j'entendais beaucoup parler, Virginie Despentes, et un livre qui était déjà considéré comme culte à l'époque, King Kong Theory. Et en lisant King Kong Theory, il y a un moment où elle écrit, elle décrit le viol dont elle a été victime à 17 ans par des mecs qu'elle rencontre, qui la croisent dans la rue. Et elle dit, c'est étrange parce que après avoir raconté ça, partout dans les salons, dans les dédicaces, dans les rencontres en librairie, des femmes venaient me voir pour me raconter le viol qu'elles avaient subi. Et il y en avait tellement que moi-même, j'en suis venu à me dire, c'est pas vrai, elles mentent, ce sont des menteuses. Avant de finalement me reprendre et me dire, mais non, ça arrive tout le temps. Et en fait, en lisant ça, cette phrase, ça arrive tout le temps, je me suis dit, bah non, en fait. Là, non, Virginie Despentes, elle exagère, ça arrive pas tout le temps. Et moi, des femmes, j'en ai plein autour de moi, je me suis dit, bah pose-leur la question. Et quand j'ai posé la question à mes 2 petites sœurs, à ma mère, à ma conjointe, à mes amis, en fait, elles avaient toutes des histoires à raconter. Et donc, ce truc très masculin du mec qui a pas vu cet énorme sujet qui concerne 52% de la population mondiale et qui se dit, bah, moi, je me sens pas concerné par ça. Je connais personne qui a été violé. En fait, à partir du moment où j'ai posé des questions, j'avais des histoires qui arrivaient. Et ma mère, qui est à la retraite, qui était institutrice, quand je l'ai au téléphone et que je lui en parle, elle me dit non, moi, tu sais, je pourrais pas dire MeToo parce que j'étais dans un milieu quand même très féminin, avec pas du tout ce rapport à un homme de pouvoir qui pourrait asseoir son autorité comme ça, par la force, et obtenir des faveurs comme ça. Et en fait, en parlant, elle se reprend et elle me dit, attends, je te dis ça, mais si, en fait, je pourrais complètement dire MeToo parce que quand j'avais 17 ans, j'étais babysitter pour des gens qui avaient pas mal de fric, qui sortaient beaucoup au théâtre, au cinéma. Et un soir, le soir, quand il rentrait tard, c'est le père qui me ramenait chez moi en voiture. Et un soir, il a pris une autre route. Il s'est garé dans une ruelle sombre, il a mis le frein à main, il m'a sauté dessus, il a essayé de me déshabiller. Et j'ai dû hurler pour qu'il finalement revienne à ses esprits et je me suis enfui. Et vraiment, il aurait pu me violer, c'était clairement le but. Et je ne l'ai jamais dit. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne l'ai jamais dit à mes parents, je ne l'ai jamais dit à mes frères, je ne l'ai jamais dit à ton père. Et donc là, c'est bien entendu pas comme ça quelqu'un qui t'allume la lumière dans le cerveau, mais disons que c'est une accumulation de tout ça qui infuse entre 2017 et 2018 et qui va me conduire à faire une demande de reportage dans un groupe de parole d'hommes condamnés pour violence conjugale qui sortent tous de prison et qui rejoignent ce groupe. Ils sont 12, un groupe de parole à Lyon. Et c'est en gros, ils ont pris 2 ans de prison et au lieu de faire 2 ans pleins, ils font 1 an et après ils font ces 6 mois de groupe ou un truc dans le genre. Et j'y vais avec une idée assez simple, c'est de dire des hommes violents dans un groupe de parole. J'imagine que ils vont, ça va ressembler un peu comme les groupes d'alcooliques anonymes ou si vous avez vu Fight Club avec Brad Pitt et Edward Norton. Il y a cette espèce de groupe de parole où les gens s'assoient en cercle et puis ils arrivent et puis ils disent bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans et je suis alcoolique et je suis toxicomane et je frappe ma femme. Et je m'attendais à entendre cette phrase et comme je réalisais que je l'avais jamais entendue, quelqu'un qui dit je frappe ma femme, je me suis dit bah tiens, c'est intéressant de la faire entendre, donc je vais y aller dans ce groupe avec un micro pour enregistrer un podcast. Donc le podcast finalement existait, il s'appelle Des hommes violents, mais cette phrase je frappe ma femme, j'ai pas réussi à l'entendre. En fait, il la prononçait pas. Il disait tout le temps mais non, mais moi j'ai rien à faire là, je vous connais pas, mais je suis pas comme vous. Moi jamais je frapperai une femme. Faut être un malade mental pour faire ça, faut être un taré. Moi de toute manière, je suis victime d'une erreur judiciaire, c'est un complot de mes ex, c'est un complot de la justice. La justice de manière maintenant elle est aux mains des femmes et avec MeToo, elles essayent de se venger. Il y avait une espèce de post-réalité, pour reprendre un peu des mots qui concernent la période et l'élection de Trump. Et donc je me suis dit, mais
si ces mecs ils sont pas capables, alors qu'ils sont condamnés et qui sortent de plusieurs mois de prison, pour certains plusieurs années, de dire des choses aussi simples que ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc j'ai continué l'enquête, et c'est ce livre-là, Nos pères, nos frères, nos amis, qui est paru en 2023. Mais avant, il y a eu le podcast qui est sorti quasi jour pour jour le 25 novembre 2019, au moment du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et ça a été un succès qui m'a un peu dépassé parce qu'il y a eu 2 millions de téléchargements assez rapidement. Et dans le flot des retours, il y a un message que j'ai reçu sur Facebook d'une femme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Jessie, et qui m'a écrit en me disant « Est-ce que c'est vous le Mathieu Palin du podcast ? Ma meilleure amie m'a envoyé les 6 épisodes. C'est bizarre, je n'ai pas vécu ces violences, des violences conjugales, mais ça me parle. Je pense que j'avais enfoui tout ça. » Et ce message énigmatique, puisqu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que ça, a suffisamment attisé ma curiosité pour que j'y réponde. Et je me suis dit, mais si cette femme n'a pas vécu les violences conjugales, mais que ça lui parle et qu'elle avait enfoui tout ça, alors de quoi on parle en fait? Donc je réalise en lui répondant qu'elle habite pas très loin de chez moi. Et donc je ne sais plus trop comment, mais on en vient à se dire que on n'a qu'à se voir en vrai plutôt que de discuter sur Facebook. Et elle me donne un rendez-vous et je vais à ce rendez-vous vraiment de manière... je cale ça entre 2 rendez-vous. Je suis dans une journée où je cours un peu partout. Je suis en voiture, ce qui montre qu'il fallait vraiment que j'aille vite parce que je prends vraiment jamais la voiture dans Paris. Et je vais la voir. Donc c'est pas dans Paris, mais c'est pas très très loin. Et quand j'arrive, elle est devant la grille d'un collège. Et donc elle est emmitouflée dans une fausse fourrure et elle me dit, est-ce que ça vous dérange si on va un peu plus loin parce que je suis prof de maths dans ce collège et le quartier est infesté de parents d'élèves. Et j'ai pas tellement envie de vous raconter ma vie dans ces conditions. Donc je lui dis, oui, pas de problème, montez dans la voiture, on va trouver un autre endroit. Et en fait, on fait même pas 5 mètres qu'il se met à pleuvoir vraiment des cordes, des trompes d'eau. Donc on peut plus s'arrêter. Il pleut trop pour qu'on sorte. Moi, je conduis. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas ce que fait cet inconnu sur le siège passager. J'ai rien à lui dire. Je sais pas pourquoi, en fait, je la vois. Et après ces 30 secondes de silence, il y a une première phrase, puis une deuxième. Et en fait, pendant 1h30, elle me confie ce qu'elle avait enfoui, ce qu'est sa vie complexe et très riche et fascinante en même temps. Donc moi, j'ai quelques questions, mais pas beaucoup. Et comme je ne peux pas prendre de notes, je lui demande est-ce que je peux vous enregistrer ? Ce que je fais très souvent quand je rencontre des gens que je trouve passionnants, en me disant qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Des formations professionnelles. Et au bout d'1h30, elle me dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez me ramener parce que j'ai cours avec des 3e. Donc je la redépose. Et puis voilà, c'est fini. En fait, j'ai rencontré cette femme. Mais en rentrant chez moi, je me dis mais c'est dingue quand même ce qu'elle m'a raconté. Enfin, il y a un truc que vous avez, j'imagine, tous connu un jour, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, la personne, elle prend mieux la lumière, elle vous intéresse, vous posez des questions, vous avez envie de la revoir. Donc j'écoute la bande, 7h30 d'entretien, et vous ferez un jour l'expérience, si vous menez des entretiens avec quelqu'un, vous êtes là, c'est vous qui posez les questions, mais quand vous écoutez ensuite la bande, vous êtes spectateur de ce moment auquel vous avez participé, et vous entendez la conversation de manière radicalement différente, vous entendez bien mieux d'ailleurs ce que vous avez posé comme question débile et comment la personne y a répondu de manière très intelligente. Et donc là, ça m'a vraiment frappé que cette femme m'avait confié quelque chose de très précieux et d'absolument incroyable au sens premier du mot, c'est-à-dire que je n'aurais pas été capable de l'inventer, ce récit. Donc j'ai eu envie de la revoir et on s'est revus comme ça pendant toutes les semaines, pendant un peu plus de 6 mois. Jusqu'à un appel un dimanche où elle était en pleurs et bien entendu là on se connaissait mieux donc on se tutoyait quand même depuis pas mal de temps et elle m'appelle, elle me dit Mathieu, il s'est passé quelque chose de grave avec mon fils. Et donc c'est ces 24 heures là qu'elle a passé ce week-end de Pâques qui sont racontées dans le livre. Ce que j'entends dans tout ce parcours, c'est que au final,
tu as reçu énormément en fait, de confidences des femmes, de personnes qui te sont proches et moins proches, comme on peut le voir avec Jessie, mais qui ont senti le besoin de te dire, de se dire, contrairement en fait, aux hommes qui systématiquement en fait, ont quelque chose de très fermé envers leurs responsabilités, de très rejetant. Et ça doit être assez perturbant en tant qu'homme, en fait, j'imagine, que de se rendre compte que tu en arrives à écrire ce titre, Les hommes manquent de courage, mais tout comme les hommes manquent d'honnêteté, de sincérité, de recul sur eux-mêmes, je sais pas, on peut ajouter énormément de choses parce que, enfin, tu l'as dit, c'est quand même depuis 2016-2017, on a des flots continus de femmes qui disent MeToo, moi aussi, etc. Et pour autant, on n'a pas autant d'hommes qui reconnaissent ce qu'ils font. Est-ce que dans les entretiens que tu as pu mener pour ton podcast d'abord, avec le temps qui passe ou les autres récits que tu as pu faire, est-ce que tu vois des choses qui évoluent dans cette parole-là masculine ? Oui, quand même. Moi, je suis, en fait, par essence, un titre aussi choc que ça. Les hommes manquent de courage, c'est une affirmation, donc c'est une généralité, et donc c'est un cliché. C'est vrai. Et c'est forcément faux, tout en ayant dans cette phrase, il y a une part de vérité. Mais donc tous les hommes aussi ne sont pas fermés à la confidence. Et sinon, il n'y aurait pas eu de podcast, parce que ce podcast des hommes violents repose essentiellement sur la parole des hommes. Et il y en a qui, avec lesquels j'ai eu aussi ce genre de relation, où j'ai eu accès à, j'ai l'impression, leur intimité aussi, qui étaient capables de se raconter et de se mettre à nu, de dévoiler aussi des faiblesses, des hontes, des choses qu'ils avaient faites, dont ils avaient honte et qui continuaient de les hanter. Donc, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais c'est vrai qu'il y a culturellement, en fait, chez, je pense, beaucoup d'hommes, hétéros notamment, et moi j'en fais partie, une espèce de mise à distance des émotions, mais qui est pas... Il y a une raison à ça, en fait, qu'on a été baigné dans un contexte, une société qui nous a quand même envoyé un certain nombre de messages qui étaient, en gros, un homme, ça pleure pas, un homme, ça se confie pas sur ses émotions, un homme, ça doit être fort, solide, une espèce de roc un peu inébranlable, et surtout, ça doit être quelque chose de radicalement différent par rapport à ce qu'on attribue comme qualité ou comme caractéristique aux femmes et à ceux qui ne sont pas hétéros, donc les homosexuels. Donc il y a quand même parfois, notamment chez ces hommes qui ont commis des actes graves, une espèce de dichotomie entre ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'être capable de parler, et ce qu'ils ont essayé de surtout ne pas faire pendant autant d'années, c'est-à-dire parler. De ce qu'ils... Et souvent, ce sont des hommes qui ont pourtant des choses à dire, avec un parcours de vie compliqué, parce que la violence, elle est rentrée dans leur vie avant qu'ils soient eux-mêmes violents sous plein de formes. Donc très souvent, c'est le cas. C'est très rare. Le mec qui est violent, alors qu'il y a... personne n'a jamais été violent dans son entourage, ça lui est tombé dessus comme ça, comme la foudre, très très rare. Donc souvent, il y a quand même un récit qui est là et qui a beaucoup de mal à remonter. Donc ça, c'est vrai que c'est assez frappant et je comprends pourquoi. Enfin, moi-même, je vais vous donner une anecdote un peu personnelle, mais à un moment, dans ma famille, il y a eu ma petite sœur a eu des problèmes d'anorexie, une de mes deux sœurs, et c'était lié notamment à disons, l'histoire familiale. Et donc, ça a été envisagé que soit organisée une thérapie familiale. Et j'ai été le seul de la famille à refuser de la faire. J'avais 17, 18 ans, 19 ans. Sous-entendu, j'ai rien à dire à une inconnue, la psy, qui allait mener cette thérapie familiale. Donc, j'y suis pas allé, j'y suis jamais allé.
Et aujourd'hui, je vois à quel point, en fait, cette décision que j'ai prise, qui était une décision finalement de peur, de quelqu'un qui a peur de dire des choses qui seraient peut-être un peu intimes, un peu difficiles, qui relèveraient de, de, de l'émotion, ouais, de la sensibilité qu'on peut avoir, euh, a été du coup une réaction de rejet, de dire ça n'existe pas, je ne suis pas ce genre de mec. Je ne suis pas, sous-entendu, une mauviette qui va aller pleurer sur le dos d'une inconnue, quoi. Et, et donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans la manière d'élever les petits garçons et de ce qu'on leur transmet comme valeur associée à ce que c'est qu'un homme, un vrai, qui vont à l'encontre de ce truc très simple qui est de dire quand ça va pas. Donc, je suis pas trop. Enfin, je le constate parce que je sais que je fais partie de ce groupe d'hommes aussi. Mais c'est sûr qu'on a eu beaucoup tendance d'explorer et de prouver en fait la construction sociale des femmes, de montrer en effet qu'on avait déjà beaucoup d'attentes sur nos épaules à partir du moment où on naissait et qu'on était assigné comme femme. Mais il a fallu plus longtemps en fait pour comprendre et expliquer qu'il y avait cette construction sociale aussi pour les hommes. Et c'est vrai que moi, typiquement en librairie, depuis 2016, on a vu une évolution très très forte en fait de la façon dont les hommes s'emparent de ces sujets. Alors au début, c'était de manière très timide, accompagnés de leurs compagnes, leurs sœurs, leurs mères. Et petit à petit, là maintenant, je vois vraiment des hommes désemparés qui viennent d'avoir la fameuse discussion, alors qui a fait un petit peu allumer l'ampoule. C'est-à-dire, en fait, je n'avais pas compris que même moi, en fait, j'avais un travail à faire et que je pouvais en fait changer, mais je ne sais pas par où commencer. Et ce qui m'intéresse de ce fait dans tes propositions littéraires, c'est que on a en fait beaucoup de ressources, des essais, on a vraiment des podcasts, on en parlait. Il y a eu une matière assez conséquente depuis MeToo sur ces questions-là. Mais il est intéressant aussi que par la littérature, et donc plutôt la fiction, on puisse commencer à nourrir en fait des imaginaires qui nous permettent de nous émanciper aussi de ces constructions sociales. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant qu'on revienne aussi sur ce que tu avais fait avant, parce que pour Sale gosse et Ne t'arrête pas de courir, tu vas t'attacher plutôt, en effet, à parler avec des hommes. En fait, et tu vas même, si je ne me trompe pas, être aussi à la première personne. Enfin, tu vas être impliqué d'une autre manière que dans celui-là, qui pour le coup est complètement en fait différent dans sa narration. Est-ce que c'est vraiment un endroit de littérature, j'entends bien en dehors de ton essai de ce fait, qui te titille aussi, en fait, de dire j'ai ma responsabilité, alors en tant qu'écrivain, d'aller en fait faire lire les hommes différemment ou pas, mais en tout cas d'égayer les histoires pour les ressortir peut-être de ces stigmates qu'on a l'habitude. Très honnêtement, c'est pas une question que je me pose. Okay. Parce que au moment d'écrire, j'écris pas pour les hommes, j'écris pas pour les femmes, j'écris pas pour les enfants, j'écris pas pour les personnes âgées. J'écris pour un lecteur qui a pas de visage, pas d'âge. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je suis très souvent surpris en rencontrant les lecteurs de voir vraiment tout le spectre de la société, des enfants de 12-13 ans qui viennent me voir en me disant que ils ont pris ce livre-là dans la bibliothèque de leur grand frère et finalement ils l'ont lu, c'est le premier livre qu'ils ont lu. Ça m'est souvent arrivé pour Sale gosse ou Ne t'arrête pas de courir. Enfin, donc vraiment je me l'interdis et j'ai pas trop d'efforts à me l'interdire parce que spontanément je j'ai pas ce désir-là de m'adresser au lecteur en me disant je vais l'éduquer d'une certaine manière. Vraiment, mon but premier, et je trouve qu'il est déjà immense, c'est de proposer une histoire qui tienne la route et qui l'attrape dès le début et qui ne le lâchera le lecteur qu'à la fin. Donc ça, c'est la seule chose à laquelle je pense. Et cette histoire d'homme, je pense que, par exemple, sur Sale gosse, c'est l'histoire d'un gamin de 15 ans qui
qui a une violence en lui qui explose à l'adolescence pour une raison qui le dépasse, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment qui il est, parce qu'il a été adopté, enfin pas adopté justement, mais placé dans une famille d'accueil à l'âge de 8 mois, parce que sa mère était toxicomane. Et il a été oublié dans cette famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance, dans le sens où ça se passait bien, donc on n'a pas été vérifié trop si le placement qui était censé être temporaire méritait d'être poursuivi ou pas. Et en fait, au bout de 15 ans, ça fait 15 ans qu'il habite dans une famille avec des gens qu'il appelle papa et maman parce qu'il connaît qu'eux, mais ils n'ont pas le même nom, mais il sait très bien que c'est pas ses parents. Et en fait, il ne sait pas d'où il vient, si ses parents biologiques sont vivants, sont morts, s'ils habitent loin, pas loin. Et il se met à péter les plombs. Et en fait, le personnage adulte de référence pour ce mec, pour ce gamin, c'est une femme très, très forte, avec des caractéristiques qu'on pourrait qualifier de masculines. Elle joue au foot, elle a peur de rien, elle s'est déjà fait péter le nez par des gamins. Donc il y a une sorte de mélange des genres, si je peux le dire ainsi, qui m'échappe totalement parce qu'en fait, ce sont des personnes à la base qui existent, que je n'invente pas vraiment, en fait. Je les rencontre sur le terrain. Dans le livre, elle s'appelle Nina. Dans la vraie vie, je peux le dire maintenant parce que ça fait très longtemps que le livre est sorti. Elle s'appelle Christine. Et elle existe exactement comme je la décris dans le livre. De la même manière que j'essaye dans ce dernier que Jessie, qui est un personnage complexe, qui est une prof de maths, mais qui est en même temps beaucoup plus que ça, qui a été une élève brillante, qui a été une gamine de banlieue, qui a été... on pourrait lui accoler 12 000 étiquettes et si je disais juste gamine de banlieue, vous auriez une image. Si je disais juste prof de maths, vous auriez une autre image. Si je disais travailleuse du sexe, vous auriez une autre image. Et pour autant, elle est tout ça à la fois. Et ces personnages, je ne les pense pas comme pouvant parler à un homme ou à une femme, mais à un lecteur. Parce que ce sont des gens qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours et qui sont complexes, qui sont en un milliard de nuances de gris et jamais vraiment en noir et blanc, quoi. Mais c'est ce qui, en effet, on le ressent très bien avec Jessie dans Les hommes manquent de courage, c'est qu'il y a une complexité du vécu qui va nous être racontée au fur et à mesure et qui va nous permettre à chaque fois de dézoomer aussi le moment en fait où tu nous saisis avec le début et donc cet appel de son fils qui a besoin d'elle. Et il y a ce truc en fait de se retrouver plongé pendant 48 heures en effet, enfin je l'avais pas compté autant mais en tout cas une nuit, une journée, enfin en tout cas on est sur un temps très resserré avec elle et son fils et de se rendre compte qu'elle a besoin de dire et qu'elle va dire et qu'elle va se raconter et qu'on va remonter avec elle toutes ces fameuses identités. Et je me disais, parce que c'est toujours intéressant de voir le moment en fait où il y a une autre façon en fait d'aborder une narration. Et c'est vrai que dès le début, tu nous confies que tu as rencontré Jessie, qu'elle t'a raconté qu'il y avait un process, qu'il y a un travail et que tu as décelé en fait comme ça. Et ça, j'ai été assez interloquée par le titre, la phrase. Tu dis, j'y ai vu un personnage directement en fait. Et il y a quelque chose comme ça de très saisissant de ce fait dans ton acte d'écrire. Et je me dis, mais ça a dû demander, en fait, de parfois beaucoup vivre à travers, en fait, cette personne-là qui est devenue ton personnage. C'est-à-dire de l'écouter. Donc, tu disais, tu as réécouté tous vos entretiens, de te faire un peu ton cinéma, peut-être de qui elle était, tout en l'ayant vue à certains moments quand tout était passé déjà. Bah, c'est du travail journalistique au sens premier du terme, c'est-à-dire le principe du journaliste, c'est qu'il va à la rencontre des gens pour être capable, à force de les écouter, de raconter leur vie. Souvent, c'est raconter le pire moment de leur vie, puisqu'un journaliste, quand il arrive pour vous poser des questions, c'est en général qu'il vous est arrivé un truc grave. C'est pas parce qu'il vous est arrivé un truc super, à moins de bosser dans la culture et d'avoir gagné un Oscar. Mais très souvent, c'est parce que vous venez de tout perdre, votre voisin a tué tout le monde, et donc il arrive et il essaie de comprendre. Et moi, j'ai vachement cette démarche-là encore, même si finalement, on pourrait dire c'est le 4e livre en 5 ans, on pourrait me présenter comme écrivain, plus que journaliste, parce que c'est vrai que je suis un journaliste qui écrit plus dans les journaux. Mais j'estime que la meilleure manière de raconter une histoire qui soit solide, au sens où elle sent le vrai,
dans ce que vivent les gens, dans ce qu'ils sont, dans la parole qu'ils ont, leur langue, les situations qu'ils vivent, qui sont par essence des situations que je ne vis pas moi. Pour être capable de bien les raconter, il faut être capable aussi d'aller les chercher sur le terrain et pas les fantasmer. Parce que moi, si je dois me mettre dans la peau d'une libraire, bah, bien sûr, des libraires, j'en connais. Je peux aller choper quelques références et brosser le portrait d'une libraire, mais je sais qu'il sera beaucoup moins vrai et crédible et intéressant et complexe que si je passe 2 semaines dans une librairie à suivre une libraire et à la questionner, et le soir aller boire des coups avec elle, et le midi à manger avec elle et à soulever des cartons. Bah, d'un coup, j'aurais quelque chose de bien plus concret, quoi. Donc Jessie, avant de pouvoir raconter sa vie, il faut que je la comprenne, elle. Donc c'est pas tellement justement cette phrase que tu as eu de dire il faut que je me fasse mon cinéma. Je m'interdis ça, justement. C'est-à-dire que j'essaye de ne rien projeter qui serait ma propre vision des choses. J'essaye vraiment, au contraire, de rentrer dans les détails. Quand elle me dit, par exemple, quand j'habitais dans le 93, chez mes parents, je rêvais que d'une chose, c'est d'être chanteuse. Je regardais beaucoup la télé, et donc je m'entraînais dans ma chambre, j'écoutais des musiques, je dansais devant mon miroir, je prenais une paire de chaussettes et je faisais des mimiques comme Whitney Houston, comme Céline Dion, comme Vanessa Paradis. Et ça, rien que ce petit truc-là, je peux y passer 2 heures avec elle, à me dire, attends, raconte-moi vraiment ce que tu aimais comme musique, et ce qui te marquait, là, pour que ce ne soit pas juste comme ça, une phrase qui flotte dans l'air, mais que ce soit très précis, que j'arrive à me projeter dans ce que c'était sa vie à elle, et ses 13 ans dans cette cité, dans cet appartement, face à ce miroir, que je revois sa chambre. Et à partir de là, quand j'ai ça, je me dis, ok, je vois un peu mieux de quoi elle parle. Mais j'essaye justement que ça reste très précis, parce que mon but n'est pas de raconter vraiment exactement ce qu'elle a vécu, mais de ne pas faire de contresens, de ne pas me dire elle rêvait d'être danseuse et elle écoutait Barbie Girl de Aqua en 98, alors que peut-être pas du tout, elle détestait cette chanson. Et donc la personne qu'elle est aujourd'hui à 43 ans, elle est le continuum de tout ça, quoi, de cette gamine qu'elle était à 8 ans, 10 ans, 15 ans, machin. Donc j'ai besoin d'avoir une sorte de chemin assez clair avant de me mettre à écrire. Et ce chemin-là, c'est sa vie telle qu'elle l'a vraiment vécue. Et après, la fiction va s'insérer dans 1 milliard d'infractuosités, dans des blancs, dans des silences, dans des absences aussi, dans des choses que je ne sais pas et qui vont peut-être m'échapper moi aussi. Mais j'ai besoin d'avancer sur du solide, quoi. Et donc, j'essaye au maximum. C'est pour ça que je lui demande cette implication aussi dans le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je l'ai rencontré 1h30, c'est des mois et des mois et des mois à discuter. Et avant, pour ceux ou celles d'entre vous qui ont lu le roman précédent qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, c'est 4 ans de travail avec Toumani Coulibaly pour être capable de comprendre quel personnage extrêmement complexe il est devenu et d'être capable ensuite de le raconter. Ce qui est impressionnant, c'est que dès le début, en fait, tu notes cette demande de Jessie qui est écris-moi le livre pour que mes proches puissent comprendre ma vie, en fait. Non, en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes comprennent ça, mais en fait, c'est arrivé bien plus tard, c'est-à-dire que c'est arrivé au moment où moi je lui ai dit écoute, je pense que j'ai envie d'écrire sur cette histoire. Ça faisait déjà 6-7 mois qu'on se connaissait. Okay. Et à ce moment-là, elle m'a dit oui, mais elle m'a dit oui, bien entendu, à une idée. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un j'ai envie d'écrire sur ton histoire, si la personne te dit oui, ok, tu as le droit, elle ne sait absolument pas ce que tu vas en faire. Elle ne sait pas ce qu'il y aura dans le livre. Ça reste une idée, un livre, jusqu'au jour où il sort de chez l'imprimeur et vous pouvez en tourner les pages. Donc, j'arrêtais pas de lui dire écoute, est-ce que tu es sûr de toi? Parce que ça va être violent pour toi, que je prenne en main cette histoire et que je vais bien entendu essayer de ne pas trop te trahir, mais tu vas te sentir trahi, c'est inévitable, puisque ce n'est pas toi qui écris, ce ne sont pas tes mots, c'est pas ton cerveau qui aura digéré cette histoire, mais c'est le mien. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'elle m'a dit, écoute, je crois qu'au fond de moi, j'espère que tu vas écrire ce livre pour que je puisse
l'avoir entre les mains et le donner à mes proches en disant, voilà, si tu veux savoir qui je suis vraiment, tu n'as qu'à lire ça. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit ça. Ce qui m'a rassuré aussi d'ailleurs dans la démarche, mais qui m'a mis en même temps une pression parce que je me suis dit, elle en attend beaucoup. Là où, si elle m'avait dit ça dès le début, si elle m'avait dit, voilà, en fait, je vous ai écrit je vous ai écrit sur Facebook parce que j'ai envie que vous écriviez mon histoire, je me serais barré en courant illico presto, quoi, parce que c'est c'est le pire des présupposés, d'avoir quelqu'un qui est en attente de quelque chose. C'était pas son cas. C'est arrivé bien après, et c'est arrivé par ma faute, parce que je lui ai formulé mon désir d'écriture autour de cette histoire. Mais c'est hyper intéressant hein, que au final, elle continue d'accepter et de prendre ce livre en fait comme un élément autobiographique aussi, parce qu'on pourrait tout à fait se dire qu'en effet la fiction va faire sa part, etc. Et je trouve que c'est assez beau en fait que votre relation soit arrivée jusqu'à ce moment-là où elle ait tant de confiance en fait en ce que tu vas écrire. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un livre de fiction, mais sans essayer de faire la part de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. Disons que l'endroit sur lequel il y a le moins de fiction, c'est son histoire à elle. Et c'est en même temps là où j'ai le plus travaillé, donc c'est aussi là où je me suis permis le moins d'inventer. Donc c'est aussi pour ça qu'elle peut l'assumer elle, parce qu'elle sait que voilà, si elle le met, ce qu'elle a fait d'ailleurs, de le mettre dans les mains de son fils, elle peut lui dire voilà, ça c'est mon histoire. Et c'est de fait très très proche de ce qu'elle a vraiment vécu. Ce qui va être en effet intéressant, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce rapport espace-temps. Parce que pour le coup, on va vivre assez peu de temps en dehors de cette voiture avec elle. On va tout de suite en fait arriver à un espace très clos où plus personne ne peut s'échapper, où les mots vont sortir, la musique va parfois être là, la vie autour va continuer, la lumière va changer, et ce fils à côté, puisque c'est vraiment ce duo-là, en fait, cette histoire tourne vraiment autour de ce moment où ils vont rester côte à côte. On va, en fait, j'ai trouvé à la lecture que tu nous saisis, en fait, très vite, et qu'on sait qu'en fait, on ne sortira pas vraiment de cette voiture. Et j'ai l'impression, moi, de rester constamment avec eux dans la voiture et de me refaire, en fait, des scènes de la tension qui monte et des silences qu'il a pu avoir, comme on peut s'imaginer, en fait, d'être sur l'autoroute comme ça et de se mettre à parler de soi, en fait. Et c'est une tension d'écriture, mais qui a dû aussi être à vivre, en fait, parce qu'elle l'a vécu, ce moment-là, avec son fils. En t'écoutant, je me suis dit que peut-être certains dans la salle qui n'ont pas lu le livre ne savent pas vraiment comment ça commence. Et peut-être je peux prendre juste 2 secondes pour vous planter cette histoire. Jessie, en fait, au début du livre, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils, Marco, qui a 15 ans. Elle se doute qu'il n'est pas très loin, mais elle ne sait pas où il est. Il ne répond pas aux messages, il ne répond pas aux textos, il ne répond pas aux appels. Elle pense qu'il est chez sa copine ou chez un pote, mais ça commence quand même à l'angoisser. Et c'est le week-end de Pâques, elle reçoit sa belle famille à la maison. Donc pas le père de Marco, avec lequel elle ne vit plus, mais elle s'est remise en couple avec un autre homme, avec lequel elle a eu une fille. Et elle reçoit sa belle famille pour la première fois à la maison. Donc elle a prévu que ce soit un week-end parfait. Elle a acheté des matelas chez Ikea pour les faire dormir dans de bonnes conditions. Elle a prévu de les inviter au resto, de leur montrer Paris, le Sacré-Cœur. Et comme c'est souvent le cas quand vous espérez que ce soit parfait, cette perfection, vous la touchez du doigt, mais en fait elle se craquelle rapidement, elle explose. Et alors qu'elle s'embrouille avec tout le monde, c'est-à-dire son beau-père, sa belle-sœur, son mec, il est minuit, 1h du matin, et son téléphone sonne, et c'est Marco qui lui dit « Maman, s'il te plaît, est-ce que tu as la voiture ? Viens me chercher. » Et elle hésite, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle sait que si son fils de 15 ans, qui ne veut plus lui parler, avec lequel elle est en froid, qui veut se faire émanciper, qui est dans la fuite permanente, s'il fait ce geste-là, c'est bien pour une bonne raison. Et donc elle n'hésite pas, elle saute dans sa voiture, elle va le chercher. Il est à une fête, elle l'extrait de cette fête. Il est en effet avec sa copine, et à partir de là, il va lui avouer quelque chose de grave, en effet. Et au lieu de le ramener à la maison et de lui dire écoute, va dormir, on en parlera demain, elle fait quelque chose d'assez étrange, qui est viscéral et absolument pas prémédité. Elle enclenche la 5e et elle accélère sur l'autoroute en se disant voilà, maintenant,
130 km/h, toi et moi, on va se parler parce que tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus m'échapper. Et c'est dans ce huis clos parfait, qui est l'habitacle d'une voiture, qu'elle va prendre le temps d'essayer de se raconter pour peut-être l'amener lui à se raconter en partant du principe que dans une vraie rencontre, on rencontre l'autre, on se rencontre un peu soi. Et donc, c'est voilà, pour ceux ou celles qui n'ont pas lu le livre, je m'arrête là parce que je ne vais pas trop en dévoiler, mais le pitch du livre, c'est ça. Et donc, il se passe beaucoup de choses par la parole et dans les silences, en effet. Parce que la voiture est un bon endroit pour se parler, pour une raison simple, c'est qu'on ne se regarde pas dans les yeux. On n'a pas à supporter le poids du regard de l'autre quand on dit quelque chose qui est intime, qui est lourd, qui est difficile à avouer, parce qu'on regarde à travers le pare-brise, au loin, sur l'horizon, qu'on soit au volant ou qu'on soit passager. Et c'est ce qui se passe dans cette nuit où Jessie, bouleversée par ce que lui a dit Marco et par un effet de répétition qu'on pourrait traduire par le transgénérationnel, ce qui fait que parfois, sans le vouloir, on se retrouve à répéter les actions qui ont déjà été celles de nos parents, ou à répéter le traumatisme qui est celui de nos parents, ou à porter sur nos épaules le poids d'une histoire familiale qui nous dépasse complètement et qui vient rejaillir comme ça dans nos vies sans qu'on l'ait voulu. Voilà, c'est un livre qui parle de ça. Et la voiture, et le rouler en voiture est propice à ce dialogue qui jusqu'à présent n'a pas pu avoir lieu, parce que quand vous êtes avec un ado de 15 ans, il peut toujours claquer une porte, aller s'enfermer dans sa chambre, il peut toujours lui dire mais allez, tu me fais chier, et puis monter dans un bus ou prendre sa trottinette ou son vélo ou n'importe quoi, et là en pleine nuit sur l'autoroute, c'est pas possible. Donc il va d'abord commencer par fuir, puisque la fuite c'est le sommeil, il s'endort au début, mais elle décide de ne pas s'arrêter de rouler, et tant qu'il y aura du bitume devant elle, elle va continuer d'avancer. Oui, et ce qui est assez... en fait, elle ne perd jamais le souffle, en fait. C'est-à-dire que même quand il va se réveiller, quand parfois, en fait, il va avoir un rejet, mais comme on peut extrêmement bien imaginer une conversation qu'il n'a pas demandé, d'avoir ce truc de « mais lâche-moi, en fait, je ne veux pas entendre ce que tu me dis, je ne te comprends pas, je ne veux pas savoir ». Parce que ce qu'elle lui dit, c'est le parcours d'une femme dans une société violente, donc qui va d'une étape à l'autre démontrer sa vulnérabilité, des endroits de faiblesse qu'elle a pu avoir et qu'elle ne se pardonne pas. En fait, Jessie, elle fait partie de l'histoire commune, en fait, de tout ce qu'une femme peut vivre depuis ses premiers amours à la première fois, elle conscientise en fait que son corps est sexualisé, à comment on fait quand on a un enfant, qu'on n'a pas de sous, quand on doit trouver des solutions, etc. Et je me disais, mais en fait, cet ado, il se prend l'histoire des femmes quand même majeures, et il va rester comme ça à lutter pendant longtemps, en fait. Et c'est assez éprouvant, en fait, à lire. On a envie, en fait, de lui prendre le menton et de lui dire, mais tu te rends compte de ce qu'elle te dit, de ces violences-là, en fait. Et c'est quelque chose d'assez désarmant, en fait, que ce personnage de Marco. On aurait tellement envie qu'il réponde plus. Oui, mais moi, mon obsession là-dedans, c'est que ça reste crédible. Et c'est un enfant de 15 ans qui va pas bien, qui est en dépression, qui depuis quand même pas mal de temps, est dans une relation qui se dégrade avec sa mère, parce qu'elle est la seule à la maison, parce que son père n'est plus là, et que la seule personne sur qui il peut rejeter son mal-être et ses reproches, c'est sa mère. Donc ce serait beau, mais ce serait en même temps, je pense, pas crédible, que ce gamin, parce qu'on l'enferme dans une bagnole et qu'on lui raconte qui est sa mère et d'où elle vient et par où elle est passée, ils se mettent comme ça d'un coup à accepter cette parole et à y répondre de façon tout de suite, immédiatement intelligente.
Marco, moi, ce qui m'a plu aussi dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai dit à Jessie que ça m'intéressait de la raconter, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas un livre sur les violences faites aux femmes, pas du tout. C'est un livre sur ce que c'est d'être une mère qui essaye d'aimer un fils alors qu'elle n'a pas elle-même été aimée et qui est confrontée à quelque chose d'assez violent. C'est que enfant, on n'a souvent pas vraiment d'idées précises sur la vie qu'ont eu nos parents avant d'être parents. On a l'impression que nos parents ils sont nés avec nous. On a peu d'espace dans l'enfance pour questionner la vie qu'ils ont eue, les traumatismes qu'ils ont croisés, qu'ils ont surmontés ou pas, qu'ils les ont hantés, qu'ils les hantent encore, les chutes, les succès, les rencontres heureuses ou malheureuses, les amours aussi. Est-ce que vous savez combien de partenaires amoureux ont eu vos parents avant de se rencontrer? Est-ce que vous savez quelles ont été les phases de joie et de désespoir qui ont traversé leur vie? Souvent, je fais l'exercice, je ne vous demande pas de répondre, mais souvent je vois que non, on est très très nombreux à ne pas savoir. Parce que la parole ne se libère pas, parce que c'est jamais vraiment le bon moment pour parler à ses enfants de ça. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la démarche de Jessie, de dire, ok, tu veux plus entendre parler de ta mère, tu veux te faire émanciper, tu veux être un adulte, tu veux voler de tes propres ailes, et tu veux plus de moi, ben sache au moins qui est ta mère. Et je vais te parler comme un adulte, puisque tu veux en devenir un. Donc d'égal à égal, on va se parler. Et ça, je trouve que c'est très beau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette discussion avec ma propre mère à peu près à cet âge-là, c'est-à-dire à 15-16 ans, et d'apprendre que avant d'avoir des enfants, moi j'ai 2 petites sœurs, elle avait traversé une période de dépression, qu'elle bossait pour payer sa thérapie, son analyse, et que ce qui l'avait sauvée, c'était ce médecin qui l'avait pris en charge. Elle y allait 3 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine, et puis un jour, d'un commun accord, ils se sont dit, bon, bah, maintenant ça va mieux, on arrête. Et le fait qu'elle m'avoue ça, à l'âge que j'avais, je sais plus, 15, 16, 17 ans, ça m'a rendu son parcours de vie concret, en fait. C'est plus une espèce de brouillard comme ça, flou, dans lequel on peut projeter tout et n'importe quoi. Il y avait quelque chose de très concret, et cette douleur, en fait, l'a rendue très humaine, et donc beaucoup plus proche de moi que cette figure d'une mère quand on est adolescent, avec laquelle on s'embrouille toute la journée parce qu'on a l'impression qu'elle nous casse les pieds, quoi. Donc, comme j'ai vu que Jessie faisait la même chose de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus forte, c'est aussi ça qui m'a beaucoup intéressé et qui a suscité en moi le désir d'écrire. Plus qu'une volonté de figurer dans son personnage une histoire des femmes et des violences qu'elles subissent. C'est plutôt dans l'autre sens que c'est arrivé. Oui, je vois. Oui. Mais après, quand on commence à réfléchir à ce personnage de Jessie, en fait, il y a quand même quelque chose d'assez... des violences systémiques très fortes. Et il y a plusieurs endroits qui m'ont marqué, parce que je pense que c'est important de continuer à dire le mythe du prince charmant, mais il y a aussi la thématique du harcèlement à l'école, et de comment, en tant que prof, elle se retrouve à humilier un élève alors qu'elle-même a été humiliée. En fait, avec ce témoignage-là, et moi j'ai de plus en plus de mal à la considérer comme un personnage, du coup, je me dis, mais en fait, c'est de mettre sur la table aussi toutes ces dualités, en fait, de ce que créent des sociétés violentes à des humaines qui, de ce fait, vont parfois être les victimes, vont parfois être à leur insu ou volontairement les agresseurs, agresseuses, etc. Enfin, c'est des endroits extrêmement, on pourrait dire, touchy, en fait, de discussion. Oui, mais pour moi, c'est la vie, ça. C'est-à-dire que je ne vous croirais pas si vous affirmiez ce soir que vous n'avez jamais été méchant ou mesquin ou plus. Je veux dire, on a tous
été dans ces actions contradictoires. Et on l'est en permanence, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je décroche assez rapidement parfois de certains livres ou certains films, certaines séries, quand on nous présente des héros qui sont monolithiques. Ils sont d'un bloc. C'est des gentils ou des méchants. Et des méchants qui sont toujours méchants, j'en ai jamais rencontré, moi. Et donc, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est d'aller toucher justement l'humanité dans ces personnages-là. Et l'humanité, elle se niche dans une complexité, une palette infinie de réactions qui vont tantôt être plutôt nobles et parfois minables. Et Jessie, elle n'échappe pas à la règle, et c'est ça qui la rend belle, à mon avis. C'est qu'elle est capable de dire qu'elle a subi un harcèlement tout à fait injuste et ultra violent dans l'enfance pour des raisons qui lui échappent. Et devenue prof de maths en collège-lycée, il lui est arrivé de céder à cette tentation presque de la foule et des jeux du cirque que peut être une classe par moment, quand il est facile de se moquer d'une élève ou d'un élève qui a fait une bêtise, qui s'est trompé dans une phrase, qui a dit quelque chose qui prête à rire et qui va déclencher l'hilarité de la classe, et donc d'une certaine manière le harcèlement de cette gamine qui va peut-être payer ça toute la... Et elle en prend conscience qu'en fait c'est pas parce qu'on a subi soi-même la violence qu'on n'est pas capable de la répéter ensuite et d'être soi-même. Et ça, je trouve que c'est important en fait quand on est à ma place, c'est-à-dire le privilège de l'auteur, c'est celui qui raconte l'histoire, de ne pas vouloir céder à la tentation d'embellir, de passer un filtre sur les personnages pour les rendre un peu plus parfaits, un peu moins moches. Et ça, c'est très important, je trouve. Dans mon livre précédent, Ne t'arrête pas de courir, d'une certaine manière, je tombe un peu amoureux de ce personnage qui existe, qui est Toumani Coulibaly, qui est un gars avec un parcours de vie extraordinaire qui me fascine, que je rencontre dans le parloir d'une prison et que je vais suivre comme ça pendant 4 ans et que je suis encore d'ailleurs. Mais Toumani, donc, qui est pour vous le faire très vite, qui est un grand champion d'athlétisme, qui a été champion de France du 400 mètres, membre de l'équipe de France d'athlétisme, mais qui est en même temps un délinquant multirécidiviste, qui a été un voleur, cambrioleur, braqueur sur vraiment des dizaines, voire des centaines d'affaires. Je ne peux pas, en m'attachant à bien décrire qui il est et bien raconter la complexité de son personnage, taire des actions qu'il a faites qui sont vraiment dégueulasses. Comme par exemple d'arracher le collier d'une femme à la sortie d'une gare RER parce qu'il a vu que ce collier était en or et qu'il était en galère et qu'il s'est dit dans 1 heure ce collier je le vends à un mec qui va me le couler et qui va me l'acheter au prix fort. Et donc ça, ces réactions-là, j'en ai conscience, je me dis oui, c'est pas lui rendre hommage que de le mettre dans le livre, mais c'est en même temps lui rendre hommage parce que c'est lui. Il est à la fois ce gars magnifique, extrêmement gentil, intelligent, et en même temps un mec qui est capable de faire ça. Et c'est tout ça qui le constitue. C'est pas uniquement ce que j'ai envie de voir chez lui et de projeter chez lui qui est ce qui me plaît et ce qui le rend beau. C'est aussi ça. Oui. Mais d'où peut-être... parce que on a fait bien attention à ne pas spoiler ce livre, donc on va le continuer, mais on reste un peu sur une fin saisissante, comme le début. Enfin, il y a quelque chose, au final, on reste dans cet état d'attente. Et moi, j'envisage tellement une certaine suite avec ce personnage du fils, en fait. Tu vois, parce que tu vois, comme tu racontes tes héros des précédents, je me dis, ce gars-là, en fait, j'ai envie de savoir ce que ça lui a fait, d'entendre tout ça, ce qu'il en a gardé. Parce que sa mère lui dit quand même à plusieurs reprises qu'elle a échoué en tant que mère, en tant qu'enseignante, elle porte une culpabilité extrêmement forte j'imagine que pour les oreilles d'un enfant, même s'il a un ado quand même, c'est quelque chose qui peut bouger des lignes, en fait. En tout cas, j'ai une grande curiosité pour Marco depuis le début. Mais... En fait, comme ce sont des gens qui existent, pour pas parler de personnages, mais de personnes, j'estime aussi qu'ils peuvent vivre leur vie après le livre.
sans que je sois là derrière leur dos pour essayer d'influer sur le cours des choses. Donc je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de suite. Pour cette raison-là, de la même manière que Toumani Coulibaly, je savais en écrivant le livre que j'allais m'arrêter à un point bien précis, et je pense que si vous ne l'avez pas lu, c'est pas très grave si je vous dévoile ça. Le livre s'arrête le jour de sa sortie de prison. De mémoire, le 16 février 2021, il sort de prison, et le livre s'arrête parce que d'une certaine manière, j'ai envie qu'il puisse vivre sa vie vraiment libre, sa vie libre de manière la plus libre possible, c'est-à-dire sans avoir au-dessus de sa tête la menace que peut-être s'il rechute, ce sera écrit. Et c'est vrai pour Wilfried dans Sale Gosse, c'est vrai pour Marco dans celui-ci, c'est vrai pour un peu tous les personnages. C'est-à-dire que le livre raconte une histoire qui est bornée dans le temps, il y a un début et une fin. Et même quand cette fin est ouverte, c'est malgré tout la fin. Voilà. Mais j'ai lu à plusieurs reprises qu'on parlait de ton écriture comme une littérature du réel. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément d'image. Et là, après notre conversation, je me dis que, en fait, c'est ça. La littérature du réel, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas la suivre jusqu'au bout. C'est c'est un instant T. Ouais. Et qu'on doit aussi apprendre à lâcher et à laisser partir les personnages, mais enfin personnage pour le coup. Parce que c'est un montage en fait, un livre. De la même manière qu'un film est un montage, qu'un podcast est un montage, on choisit par quoi on commence, on choisit par quoi on finit. Et selon moi, ce qui est important, c'est de proposer au lecteur une histoire qui ne va pas mourir dans le temps. C'est-à-dire que il faut, parce que c'est un livre et que c'est pas un journal, et que le journal sert à emballer le poisson ou finalement à être mis au fond de la litière du chat, un livre, c'est un objet noble qui finit sur une étagère et qui peut-être sera ouvert dans 50 ans. Espérons-le, soyons fous. Et il faut que la personne qui va le prendre, moi j'ai 2 filles qui ont 1 an et 3 ans, je me dis que peut-être, dans 50 ans, il y en a une qui va prendre ce bouquin et qui va se dire « Tiens, je ne l'ai jamais lu, en fait, il avait écrit ça. » Et je veux que ça tienne encore, que cette histoire ne soit pas morte, ou vieille, ou dépassée, et qu'elle puisse encore se lire, quoi. Donc, c'est beaucoup plus ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce que parfois, par exemple, je ne sais pas si on a le temps, juste que je donne cette anecdote-là, mais je regrette une chose, par exemple, de mon livre Ne t'arrête pas de courir, c'est qu'à un moment, Toumani, il est jugé dans une énième affaire de cambriolage à haut niveau, quand même, de braquage, on peut appeler ça. Et j'assiste au procès, et il est jugé, ça se passe à Melun, par une juge qui expédie l'affaire en 2 temps 3 mouvements, sans vraiment regarder les prévenus, avec beaucoup de mépris, en se moquant d'eux quasiment. Et ça m'énerve beaucoup parce qu'en fait, elle leur met 5 ans de prison, comme ça, en un claquement de doigts. Et ce jour-là, c'est le jour où Patrick Balkany sort de prison parce que les conditions de détention sont trop atroces et il est tellement malade. Et en fait, on le voit 1 semaine plus tard danser à la fête de la musique. Et en fait, j'ai tellement cette colère en moi au moment où ça arrive que je fais le lien. Et ce truc viscéral, bon, je ne peux pas m'empêcher de le faire, mais malgré tout, il reste dans le livre. Et je regrette de l'avoir mis dans le livre pour une seule raison, c'est que Patrick Balkany, dans 50 ans, personne ne saura qui c'est. Et je l'ai mis dans le bouquin et je me dis, ça c'est con parce que ça n'a pas... En fait, c'est juste quelque chose d'épidermique que j'ai ressenti, mais qui n'avait peut-être pas sa place dans le livre. Donc maintenant, je fais attention à ça. Ouais, c'est super intéressant. C'est ce qu'on garde et des choses qui peuvent rester. Ouais, qui vont mourir en fait. Ça nous paraît important parce que ça fait la une de BFM TV, mais en fait, tout le monde s'en fout. Je veux dire, à l'échelle de juste quelques décennies, quoi. Personne ne s'en souviendra de Patrick Balkany. Espérons-le. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut
s'applaudir. Merci. Et vous êtes là dans le noir, mais vous allez pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Nous avons le temps. Oui. Quelque chose qui me tambourine, c'est la façon magique avec laquelle vous avez défini la cohabitation entre la réalité et la fiction. Pour un écrivain, c'est quand même le grand mystère et l'essence du travail. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à un livre que je viens de lire, qui est un livre qui s'appelle Ouri. Vous en avez peut-être entendu parler, où il y a également cette cohabitation. Et comme moi, je suis très sensible à l'histoire de ce livre parce que j'ai vécu la guerre civile d'assez près dans les années 90, là-bas en Algérie. Je me dis que l'écrivain qui a confronté une réalité qui est abominable dans ce qui s'est passé et une fiction qui veut rendre crédible, comme vous l'avez dit, là c'est un grand mystère et c'est la réussite de l'écriture, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, puisque c'est, selon moi, en ce qui me concerne, la seule façon que j'ai de travailler. Et je pense que si je m'en éloigne, je risque de mal écrire et de céder à une forme de facilité qui va de fait vider les textes de beaucoup de tout ce qu'il y a d'intéressant, je pense. Et Kamel Daoud, je n'ai pas lu son livre. J'avais lu Meursault contre enquête il y a maintenant quelques années. Il a cette fibre journalistique. C'est un journaliste à la base. Pour L'Orient le jour, je crois, de mémoire. Donc, c'est quelqu'un qui a un rapport aux histoires vraies qui, je pense, l'amène à essayer d'ancrer ses récits dans quelque chose de très vrai et de très actuel. Mais je connais d'autres auteurs et autrices qui ne seraient pas du tout d'accord avec cette méthode de travail. Et je respecte ça vraiment à 1000%. Je veux dire, on a tous notre petite manière de bosser. Et pour citer une autrice qui publie dans la même maison d'édition que moi, Cécile Coulon, que je connais bien, que j'aime beaucoup, elle, ça ne lui parle pas du tout, la façon avec laquelle j'écris mes livres. Elle, le réel, ça l'intéresse, mais c'est pas... Elle ne puise pas du tout dans le réel la matière pour écrire. Elle puise au contraire dans le rêve et la poésie. Elle a écrit un bouquin. Elle a eu l'inspiration sur un de ses livres qui s'appelle Seul en sa demeure, en traversant une forêt du Jura. Et elle m'a dit, j'ai traversé cette forêt la nuit en voiture. Il y avait la forêt à gauche, la forêt à droite. Au loin, j'ai vu une espèce de lueur qui était une petite baraque dans la forêt et j'ai vu le livre. Moi, si on me fait faire le même trajet, je vois une lueur d'une baraque dans la forêt. Je ne vois pas du tout un livre. Il faudrait que je rencontre la personne qui soit là-dedans, que je l'interroge et que je dise qu'est-ce que vous foutez là et peut-être au bout de je ne sais pas combien de temps, je me dirais tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais voilà, je ne partirais pas du tout de ça, quoi. Donc, il y a beaucoup de méthodes très différentes en fonction de ce qui vous a amené à l'écriture. Moi, c'est le journalisme. Et c'est aussi en tant que lecteur ce qui me fait vibrer. Je suis beaucoup plus sensible à des livres comme ça dans lesquels je sens... je serais presque déçu qu'à la fin, on me dise en fait, j'ai tout inventé. Voilà. C'est ces livres-là qui me parlent le plus. Mais c'est très, très subjectif, bien entendu. Alors, il se trouve qu'on va accueillir Cécile Coulon le 25 janvier. Je ne le savais pas. Je ne peux même pas dire que c'était un truc qu'on avait répété parce que...
Donc ça fait une jolie entrée en matière pour la suite. Moi, ce que j'ai écouté de cette rencontre, parce que le livre, je l'ai lu et je suis d'accord, j'ai complètement été happée. Je l'ai lu en 2 jours. Et j'ai eu l'impression d'être effectivement dans cette voiture qui nous emmène et qui retrace la vie de cette femme. Et c'est ça, je me demandais comment on arrive à retracer aussi précisément cette histoire d'une mère qui a vécu tout ce qu'elle a vécu de violence que peuvent vivre beaucoup de femmes parce qu'on s'y retrouve, et de se dire que ce fils commet un acte qui, alors je ne dis pas lequel et je ne dis pas, mais c'est, enfin, moi en tant que mère, je ne sais pas comment je réagirais à ce récit-là, et de comment on arrive derrière à avancer malgré tout avec nos enfants qui vont peut-être reproduire quelque chose qu'on aura subi ou quelque chose qu'on aura apporté. Comment cette question de l'intergénérationnel, et c'est vrai qu'on en a discuté juste avant, comment en tant qu'homme on peut porter cette parole de femme qui transmet quelque chose à son fils. C'est assez étonnant. Bah pour moi, c'est ce que j'ai un peu expliqué là tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est cette histoire, et la meilleure manière de la raconter. J'aurais pu la raconter en étant un narrateur omniscient, en disant voilà, c'est l'histoire d'une femme et de son fils, et il arrive ce qu'il arrive, et à un moment elle fait ça, et lui il répond ça, et ils sont dans leur voiture, et puis ils tombent en panne d'essence, et puis finalement ils repartent. Mais c'est un choix d'auteur, à un moment, de me dire quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire. Si j'avais pas rencontré Jessie, si j'avais pas une matière brute, extrêmement dense, précise, qui est la base de ces dizaines d'heures d'entretien avec elle, je me serais pas permis de dire je en mettant le narrateur dans sa peau. Parce que ça aurait été trop casse-gueule. Ça aurait été la meilleure manière de me planter, la meilleure manière de gâcher cette histoire. Mais à l'inverse, j'avais ce matériau très solide sur lequel je pouvais avancer, qui était sa parole à elle, sa langue, sa manière de rire, de pleurer, d'évoquer le passé, de se culpabiliser, de s'interroger sur l'impact de ce qu'elle pourrait dire sur son fils et de comment le dire. Est-ce qu'il est assez mature ou pas pour entendre ça ? Et ça, ces questionnements sur des heures et des heures et des heures et des heures d'entretien, à force de l'entendre, il y a une musicalité qui se met en place, il y a une sorte de rythme. Et l'écriture, c'est du rythme, c'est des phrases, c'est un flow, c'est ne pas se rendre compte qu'on tourne les pages parce que la langue est fluide. Et donc ça, je l'avais. Et donc c'était presque plus difficile pour moi de me priver de ça pour essayer de passer à un narrateur omniscient qui allait employer la troisième personne du singulier, qui allait dire Jessie au lieu de dire je. Donc le choix, il a été fait à cet endroit-là. Et je ne me suis pas tellement posé la question de la légitimité, parce que c'est un mot qui est beaucoup prononcé, en me disant que parce que je suis un homme, je n'ai pas le droit d'écrire cette histoire. Je pense qu'au contraire, parce que je suis un homme, ça demande du travail pour essayer d'écrire cette histoire. Et la proposition est là, c'est peut-être raté, c'est au lecteur d'en juger, mais j'avais envie de le faire. En tout cas, ça marche. C'est gentil. Je peux peut-être poser une deuxième question, puisque comment les récits précédents, et notamment votre travail d'enquêteur, a nourri ce livre-là. Alors j'ai entendu que vous disiez, pour vous, c'était pas une histoire de violence, et en même temps, c'est quelque chose qui vous traverse depuis tous les récits. Donc comment ça nourrit pas malgré tout ? Je rajoute du micro. En fait, c'est pas une histoire de violence. Si, bien sûr que c'est une histoire de violence, mais disons que je me suis pas dit j'ai écrit un livre sur les violences faites aux femmes, parce que en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas le but quand on écrit de la fiction, selon moi, de venir coller un message. C'est d'abord l'histoire qui prime.
Donc, il faudrait que moi-même aille en analyse ou que je m'allonge pour savoir pourquoi finalement le trajet d'un auteur fait qu'il passe par un livre, puis par un autre et encore un autre. On pourrait dire c'est le hasard ou qu'à la fois c'est une forme de libre arbitre qui fait qu'on a envie de d'écrire un livre qui est différent et puis on se rend compte après qu'en fait on n'a pas écrit celui-là par hasard, il était lié au précédent, qui lui-même était lié au précédent. Au moment où je me dis ça y est, je vais écrire ce livre, je pense sincèrement qu'il est vraiment radicalement différent de tout ce que j'ai fait avant. C'est qu'après que je réalise, après l'avoir terminé, qu'en fait il n'est pas tant que ça. Mais je pense qu'on est nombreux des auteurs à se raconter au moment de démarrer un projet qu'on est sur un projet vraiment, vraiment différent. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et peut-être que quand on se retourne sur ce qu'on a fait, on se dit qu'on a tourné autour du même livre en permanence. Donc, je sais pas. J'ai peut-être pas assez de recul pour expliquer pourquoi j'écris ce livre-là maintenant. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas écrit ni celui-ci ni le précédent il y a 10 ans, c'est-à-dire avant MeToo. Ça, c'est une certitude. Et du coup, il y en a un suivant en préparation peut-être, parce que j'ai l'impression que vous travaillez vos livres vraiment un par un, vu le travail qui est derrière, la connaissance des personnages, les recherches. J'imagine que vous ne pouvez travailler qu'un livre à la fois. Est-ce que vous avez Ce qui est paradoxal, c'est que non, en fait, j'arrive à travailler à l'écrit qu'un livre à la fois, mais il y a un temps, il y a deux temps différents peuvent se chevaucher. C'est-à-dire que par exemple, quand je voyais Toumani en prison, donc j'y allais tous les mercredis après-midi. En parallèle, je menais aussi cette enquête sur les hommes violents, qui était le podcast. Parce que j'ai l'impression que c'est pas la même chose, que c'est pas pareil de discuter avec un mec au parloir et d'en même temps aller à Lyon rencontrer d'autres gars. Donc, disons que le temps précis de l'écriture, il faut que je m'enferme un peu tout seul avec le récit pour écrire que ça. Je peux pas écrire 2 livres en même temps vraiment, mais je peux faire le travail de documentation, d'interview, de m'intéresser à un sujet, de me plonger dedans, tout en par ailleurs écrivant autre chose. Ça c'est d'ailleurs ce que je fais tout le temps, parce que j'ai pas que ça, j'écris aussi des scénarios, j'écris aussi quelques trucs un peu parfois pour la presse ou pour des livres plus collectifs. Donc en fait, j'ai toujours plusieurs projets en même temps. Mais là, en l'occurrence, pour répondre au début de votre question, non, j'ai pas de futur projet de livre. C'est souvent le cas quand je suis encore en promo pour un livre. C'est-à-dire que comme je parle beaucoup de celui-là, j'ai pas trop le cerveau disponible pour me projeter à fond dans un projet qui est aussi impactant personnellement, intimement qu'un livre. Il n'y a pas de projet qui vient vous toucher plus au tripes que l'écriture d'un livre. Donc il faut aussi être un peu disponible pour ça. Je pense que c'est un peu comme de tomber amoureux, quoi. Il faut être un peu disponible pour tomber amoureux. Donc j'ai l'impression, avec ma toute petite expérience, que ça viendra quand je serai disponible. Il y avait d'autres chansons aussi qui avaient une très grande importance. Enfin, peut-être pas très grande importance, mais une importance quand même. Est-ce que ça venait de Jesse ou c'était votre idée? Un peu des deux. C'est-à-dire que Tracy Chapman, par exemple, ça vient de moi. C'est un album qui s'appelle Tracy Chapman, qui est son premier album de 88, qui est le plus célèbre, dans lequel il y a Fast Car, Why. J'ai pas toutes les chansons en tête, mais Talking About a Revolution, tout ça. Et en fait, c'est un album qu'on avait en cassette audio, que ma mère avait, et la cassette est restée bloquée dans le lecteur, dans sa Twingo. Et quand j'étais petit, dès qu'on montait dans cette voiture, il n'était pas possible de mettre le contact sans que la cassette se lance. Et donc, c'était un album qu'on a écouté peut-être 2000 fois ou 3000 fois, je ne sais pas. Et donc, je connaissais en yaourt
toutes les chansons par cœur. Et je connaissais l'enchaînement. Je savais que quand une chanson se terminait, je savais que la voix allait démarrer de cette manière-là, l'instru allait partir de cette manière-là. Donc, pour moi, c'est un album qui est intimement lié à la voiture, en fait. Donc, quand j'ai commencé à écrire sur Jessie en voiture, je savais qu'elle écoutait de la musique. J'étais pas moi présent dans cette voiture, donc c'est là où il y a de la fiction aussi, et que je me suis permis ça. Tracy Chapman arrive pour cette raison-là. Après, Whitney Houston, elle arrive par Jessie. C'est Jessie qui est plus âgée que moi, donc elle a aujourd'hui 45 ans au moment de l'écriture du livre, elle en avait 43. Elle a grandi dans cette génération des années 90 avec la télévision, et les stars des années 90, c'était notamment Whitney Houston. Et elle qui rêvait d'être chanteuse, Whitney Houston, c'est l'une des 3 chanteuses des années 90 qui a cette voix parfaite, capable de monter à 5 octaves. Et donc, il y a Céline Dion, il y a Mariah Carey, il y a Whitney Houston. Et elle a cette fascination pour Whitney Houston. Et donc, il fallait qu'elle soit présente dans le livre. Après, il y a d'autres chansons qui arrivent comme ça. Il y a une chanson que je mets à un endroit précis qui est une idée, pour le coup, d'auteur, de fiction, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle To Zion, de Lauryn Hill, dans son album The Miseducation of Lauryn Hill, qui est sorti en 98. Et To Zion, c'est une chanson qu'elle dédie à son fils, Lauryn Hill, qui s'appelle Zion. Et comme c'est un livre qui parle du rapport entre une mère et son fils, c'est un petit clin d'œil comme ça que je mets dans le livre, parce que c'est une chanson que j'aime bien et que je me dis, tiens, pourquoi pas la transmettre aux lecteurs aussi si jamais ils ont envie de l'écouter. C'est une belle chanson. Bonsoir. Je voulais juste vous demander comment écrivez-vous? Quand écrivez-vous? Où écrivez-vous? Alors, je vais vous décevoir parce que moi, j'écris un peu tout le temps et n'importe où. Je peux écrire... la seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est d'écrire avec de la musique dans les oreilles. Parce que c'est du rythme et de la musique déjà, l'écriture. Et donc, ça perturbe en fait. J'arrive pas j'ai besoin d'entendre avec ma petite voix intérieure les phrases et comment elles tombent et où placer la virgule et comment elles s'enchaînent. Et pour moi, c'est presque... Ouais, c'est très important que j'entende ce rythme-là. Et donc, je peux l'entendre, j'arrive à me concentrer dans n'importe quel environnement, sauf si j'ai de la musique dans les oreilles. C'est-à-dire que je peux écrire dans le métro, je peux écrire je peux écrire debout, je peux écrire assis, je peux m'asseoir là dans un coin avec mon ordi et écrire. J'ai aucun problème à ça. Et je peux écrire le matin, le soir, la nuit, peu importe. Mais j'arrive pas à écrire avec de la musique dans les oreilles. Donc voilà. Mais j'ai pas de routine d'écrivain en fait. J'ai pas ce truc de j'écris de telle heure à telle heure, j'écris 1000 mots par jour ou non. Moi j'ai pas en fait, je suis pas un auteur qui a besoin d'écrire. J'écris quand j'ai quelque chose à dire. Mais j'ai jamais eu de journal intime, j'ai pas ce truc de tous les jours il faut que j'écrive. J'ai pas des mots qui demandent de sortir sinon ils pourrissent. J'ai pas ce truc. Donc j'écris quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai un projet en tête. Mais je peux tout à fait passer 2 mois sans écrire une ligne. Ça me pose aucun problème. Est-ce que, puisque vous écrivez sur des vraies personnes, est-ce que vous provoquez vos rencontres pour écrire ou est-ce que elles vous tombent dessus? Les deux. Toumani, j'avais provoqué la rencontre dans le sens où je lui avais écrit une lettre en lisant son histoire par hasard dans le journal et je voyais que ce mec était né en 1988 comme moi, qu'il avait grandi dans le même quartier que moi et qu'il avait l'air intelligent. Et ces 3 raisons ont suscité suffisamment d'empathie pour que je lui écrive cette lettre en me disant, je sais pas, d'une certaine manière, peut-être que vous et moi, on se ressemble. Et donc, je sollicite le rendez-vous.
il y répond pas. Enfin, il met 1 an pour y répondre. Donc 1 an plus tard, il m'envoie un texto qui dit juste « Salut Mathieu, c'est Toumani ». Un texto d'un numéro inconnu, bien sûr. Donc, même rien que là, dans cette histoire-là, c'est à la fois moi qui sollicite et en même temps, le temps est tellement long qu'en fait, c'est un peu lui aussi qui décide de me solliciter. Et là, dans le cas de Jessie, c'est elle qui m'écrit. Spontanément, moi je la connais pas, elle m'écrit sur Facebook parce qu'elle ne me connaît pas non plus. Comme on n'est pas amis Facebook, c'est un message qui tombe dans les indésirables, donc je le lis peut-être, je sais même pas, ça se trouve je l'ai lu 1 mois après qu'elle me l'ait envoyé le message. Et non, on sait jamais vraiment. C'est aussi un mystère ça, pourquoi on s'intéresse à un moment à un sujet alors qu'il était sous nos yeux. Non, il y a parfois des sujets que je vais chercher, par exemple Sale gosse. Ce qui a motivé mon désir d'écrire sur la protection de l'enfance et la jeunesse en danger, la jeunesse délinquante, c'est le fait que mon père était lui-même éducateur dans un foyer pour mineurs délinquants. Il travaillait dans un foyer le jour, la nuit, avec des gamins, 12 gamins qui étaient là, placés là parce qu'ils ne vivaient plus avec leurs parents, parce qu'ils étaient déjà dans des vies très difficiles, très compliquées, victimes et en général coupables aussi d'un certain nombre de délits. Et mon père, qui est aussi quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quand il rentrait à la maison, il n'en parlait pas de ça. On savait qu'il travaillait avec des gamins avec des profils très compliqués, des gamins qui se battaient contre des addictions très lourdes, parfois à l'héroïne, des gamines qui se prostituaient, des mômes qui avaient subi les pires atrocités. Et il n'en parlait pas à la maison. Résultat, quand je suis devenu journaliste, j'ai eu envie de savoir ce qu'avait été sa vie, lui, d'éducateur, sachant qu'il était rentré dans cette institution-là, le ministère de la Justice, en tant qu'éducateur à l'âge de 25 ans. Et là, il en avait 50 et ses meilleurs amis étaient des gars et des femmes qu'il avait rencontrés à 25 ans en rentrant à la PJJ. Donc, qu'est-ce qu'il y avait eu dans ce métier pour créer une amitié aussi forte? Quel était le lien? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu ensemble? Cet esprit d'équipe-là m'intéressait. Donc, je suis allé voir la PJJ en leur disant, voilà mon histoire, voilà l'histoire de mon père. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a vécu à cette époque-là, mais j'ai envie d'intégrer une équipe. Donc, trouvez-moi une équipe, n'importe laquelle, peu importe, une équipe de la PJJ qui acceptera que je vienne passer au moins 1 mois avec eux, tous les jours. Et la PJJ m'a dit, à Auxerre, en Bourgogne, ils veulent bien de vous. Donc, je suis allé à Auxerre, en Bourgogne. Puis je suis resté 1 mois, et puis au bout d'1 mois, je leur ai dit en fait, je reste. Et puis je suis resté 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Puis au bout de 6 mois, je savais que j'allais pas du tout écrire d'article, que j'allais écrire un livre. Mais tu sais jamais en fait au début, tu sais jamais, même quand tu t'intéresses à un sujet, si ça va devenir un livre. T'en as pas la moindre idée. Ça arrive au fil du temps, parce que tu as une sorte d'évidence en rencontrant des gens. C'est pour ça que je dis que Jessie, pour moi, elle est apparue comme un personnage. Parce que assez rapidement, je me suis dit, si c'est pas son histoire à elle, en tout cas, c'est un personnage qui un jour ou l'autre finira dans un bouquin parce que j'aurais pas été capable de l'inventer. Mais ça, tu le sais pas avant de la rencontrer. Quand elle me contacte, je me dis pas du tout, ah bah tiens, c'est génial, je vais écrire sur elle. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? C'est une bonne question. En fait, moi, j'étais pas du tout dans un parcours lié à la littérature. En fait, j'étais un gros lecteur quand j'étais en primaire. J'ai, selon les récits de mes parents, voulu absolument apprendre à lire. Et après, j'ai utilisé ce savoir à fond jusqu'en CM2. Mais mon arrivée au collège a complètement coupé le lien avec la lecture. J'ai pas lu un livre entre ma 6e et la fin de ma première. Et j'étais persuadé, moi j'étais dans le sport, beaucoup dans le football. J'ai fait beaucoup de sport, le foot, le rugby, le tennis de table, à chaque fois quand même à des bons niveaux. Et quand j'ai su que j'allais pas pouvoir, dans aucun de ces sports, percer au niveau qui allait me permettre de gagner ma vie, je me suis convaincu, avec plein d'autres potes, que j'allais devenir prof de PS.
Et donc j'étais persuadé que j'allais être prof de PS. Donc j'ai traversé ma scolarité avec une sorte de certitude en moi, qui était que à quoi ça allait bien pouvoir me servir de suivre en physique, alors que mon but dans la vie, c'était de transmettre cet amour du sport à des enfants, des élèves que je voyais toute l'année essayer de faire des dispenses de PS, de convaincre leurs parents de leur signer des trucs pour qu'ils n'y aillent pas et tout. Donc je me disais, ces gamins-là, s'ils se démènent autant pour ça, c'est parce que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi d'être amené à aimer le sport. Parce que mon père était sportif, il était entraîneur lui-même de rugby, il avait, d'une certaine manière, le sport lui avait sauvé la vie, quoi. Donc pour ça, je savais qu'il y avait quelque chose de noble là-dedans et que j'allais le transmettre. Mais bizarrement, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en première, il y a eu de grosses restrictions déjà à l'époque sur les postes dans le service public, et notamment dans l'éducation nationale, et notamment dans le secondaire. Et donc, les études pour devenir prof de PS, c'est STAPS. Donc, c'est 5 ans d'études supérieures après le bac, très spécifiques, qui ne vous offrent aucune équivalence, avec rien d'autre que le STAPS, que le PS. Et à cette époque-là, il y avait 5000 candidats en France pour 500 ou 800 postes à la fin. Donc, de grandes chances de se retrouver avec, pas le concours, mais pour le coup, 5 années pas compatibles avec autre chose. Donc, à ce moment-là, on était toute une bande de potes à vouloir faire ça, et le père d'un de ses copains d'enfance était prof de PS et nous a réunis, nous a dit, s'il vous plaît, choisissez autre chose. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est un conseil de quelqu'un qui est dedans. C'est une hécatombe, là, ce qui se passe avec les gamins qui arrivent en 5e année, qui échouent, on ne sait pas quoi en faire, ils sont très nombreux et tout. Et il a dû être très convaincant parce qu'on est sorti de ce rendez-vous en étant persuadé qu'il fallait absolument qu'on trouve autre chose. Et moi, c'est 2005, ça. J'ai passé mon bac en 2006. Et c'est Florence Aubenas, que je ne connaissais pas du tout, qui devient célèbre pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire parce qu'elle est enlevée devant l'université de Bagdad en Irak. Et je commence à m'intéresser à cette femme, à me demander si elle est vivante, si elle va être libérée un jour. Puis quand elle sort, elle a cette conférence de presse hallucinante où elle est souriante et elle dit écoutez, je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait pour que je sois ici parmi vous, vivante. Moi, tout ce que je veux, c'est reprendre mon métier et mon enquête. Et son enquête, à l'époque, c'est l'affaire Doutreau. Elle publie un livre peu de temps après qui s'appelle La Méprise. Et c'est le premier livre que je lis depuis mon entrée en 6e, quoi. Et ça, c'est vraiment un choc. J'ai encore le livre chez moi. C'est un choc parce que je ne savais pas que journaliste, ça pouvait vouloir dire ça. C'est-à-dire raconter la vie de gens qui ne sont pas connus et poser le lecteur sur son épaule et lui dire écoute, viens, je vais te montrer, je vais te raconter cette histoire-là. Pour moi, journaliste, c'était le mec qui commente la Ligue des Champions le mardi soir sur Canal+. Et donc ça, de me dire ça, c'est possible, ça m'a amené vers le journalisme. Et donc j'ai fait, j'étais pas du tout un bon élève, donc j'avais un très mauvais dossier, donc j'ai été accepté nulle part. Et j'ai juste fait une fac d'histoire. Et je savais que pour rentrer dans les grandes écoles de journalisme, il fallait réussir le concours à Bac+3. Donc on pouvait le passer en 3e année. Donc j'ai fait une première année, une deuxième année. Et ma 3e année, je ne suis pas du tout allé à la fac. J'ai fait que de préparer les concours. J'ai eu les concours. Et après, j'ai passé toute ma 3e année au rattrapage. Et donc je suis rentré en école de journalisme. Et là, après, ça a été rapide parce que l'école de journalisme, elle est très professionnalisante. En fait, elle vous apprend à toucher à tout, un peu la vidéo, un peu le micro, un peu la presse écrite. Et puis le but, c'est que vous rentriez dans une rédaction. Et j'ai eu la chance, dans cette école, de rencontrer une journaliste de Libération qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit écoute, si ça t'intéresse, moi j'ai envie de te prendre en stage avec moi à Libé. Elle s'appelle Patricia Touranchot et elle m'a littéralement pris par la peau du dos et elle m'a assis dans un bureau à Libé en me disant t'as 2 mois pour faire tes preuves. Et c'est la meilleure chance qu'on peut faire à un gamin qui veut faire ce métier, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que les études, c'était ça, les études. Eh bien, quel parcours! C'est toujours intéressant de voir comment on arrive quelque part. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venu malgré la neige.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup Isabelle et Émilie. Et puis à bientôt à la médiathèque pour de prochaines rencontres.